Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Braves gens, surtout braves rediff, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Aujourd'hui, le mythe de Cthulhu vu par d'autres auteurs que Lovecraft, et pour démarrer, l'appel des eaux de cancérogènes. C'est parti. Journal intime de Thomas Vascaretti, 18 janvier 2017. Si on m'avait prédit un jour qu'un matin j'ouvrirais ce genre de journal, je ne l'aurais pas cru. La démarche me paraît tellement ridicule. Je n'ai même pas l'excuse de faire partie des solitaires romantiques, des poètes en devenir ou des collectionneurs de pensées profondes. Je ne suis pas non plus une jeune fille et pourtant, devant le design de l'ouvrage, je pense qu'on s'attendrait à ce que j'en sois une. À une époque où la loi de la concurrence est soi-disant reine, j'aurais aimé bénéficier d'un choix plus large. Dans ma librairie, le seul modèle muni d'un verrou à clé arborait une ignoble couverture rose pastel, gravée en son centre d'un cœur à la noix. La misère. Pas grave. J'assume. Je dois notifier par écrit ce qu'il m'arrive. C'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être entouré d'inconnus. Mes proches se comportent de façon étrange, en total décalage avec ce qu'ils ont toujours été. J'en fais des cauchemars, sérieux. C'est n'importe quoi. Faut vraiment que ça s'arrête. Tout a changé suite à mon accident. Je sortais de boîte, ivre au dernier degré, lorsqu'un chauffard m'a percuté de plein fouet. Hôpital, coma, juste quelques jours. À mon réveil, j'ai appris que ma colonne vertébrale était endommagée et que je ne pourrais plus jamais remarcher. Cette situation, certes dramatique, ne m'a pas bouleversé outre mesure. Ok, c'était pas la joie, je ne vais pas dire le contraire. Mais bon, j'ai survécu. Et finalement, mis à part que mes jambes ont été remplacées par des roues, cela ne modifie pas tant que ça mon quotidien. Je pratique la danse depuis mes 10 ans. J'ai acquis une silhouette athlétique, une aisance et une souplesse qui s'accordent parfaitement au maniement d'un fauteuil roulant. Je suis
mieux que tout autre accidenté, préparé à cette vie. Cela va sans dire, je préférerais continuer à exercer mon art sur mes 2 pieds, mais cette existence ne m'effraie pas. Au contraire, j'y vois une nouvelle façon d'appréhender le monde. À peine sorti de l'hosto, je me suis inscrit à un club de danse en fauteuil, histoire de ne pas me laisser aller à une quelconque nostalgie. Cela ne sert à rien de s'accrocher à des chimères. Comme dirait Descartes ou son clone, je suis handicapé, mais je suis quand même. Pourtant, ma mère, mon père, ma sœur m'abreuvent à longueur de journée d'un accablement pitoyable. Mon Dieu, que vas-tu devenir ? Quel malheur, tu dois souffrir. Hé, j'ai la patate. J'ai beau le répéter, rien à faire. C'est tous les jours pareil. Je ne sais même plus comment leur parler. Devenir agressif ne les dissuade pas. J'essaye l'humour, ils me prennent en pitié. Mon Dieu, tu ne te rends pas compte, tu es infirme, cloué sur un fauteuil pour le restant de tes jours. Le pire, c'est qu'ils en rajoutent dans la dramaturgie. Genre, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'ils en savent ? D'après le toubib, mon attirail fonctionne encore. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser depuis mon retour. J'ai certes revu Priscille avant-hier, mais avec la foule qui chialait autour de nous, difficile de s'accorder un moment d'intimité. Cela dit, certaines réactions physiologiques me rassurent sur ce point. Je n'ai aucune inquiétude. Et au sujet de ma fertilité, je ne vois pas pourquoi elle serait altérée par l'accident. Cet affect des membres de ma famille est tellement exagéré et surréaliste qu'il me plonge dans une angoisse terrible. Je dois expliquer certaines choses afin que l'on comprenne mieux mon affliction. Sans être des monstres de froideur, mes parents n'ont jamais été premier degré. En général, ils gardent le contrôle. Les joies et les peines de l'existence ont peu d'impact sur eux. Les bouffées de sentiments, c'est pas leur domaine. En somme, si on veut trouver de la chaleur humaine ou des petites attentions, mieux vaut s'adresser ailleurs. Ce n'est pas le genre de la maison. Ils s'expriment autrement. Le recul, la distance, la dérision font rempart aux élans d'émotion. Les brimades constituent une sorte de langage à leurs yeux. Un drame engendre de bons mots, une colère, des moqueries, un flot de larmes, une consolation caricaturale. L'ambiance familiale consiste à se lancer des vannes, des jurons, de fausses agressions, des scènes parodiques. Exactement l'inverse de ce qui m'est offert depuis mon accident. Et bonsoir Nairou, et merci beaucoup pour le raid. On vient tout juste de commencer. Ncanel, est-ce que tu nous fais un résumé ? Ça, quel plaisir. Allez, bonsoir tout le monde. Je vais me permettre de vous le faire de manière assez simpliste. Nous sommes actuellement dans le journal intime d'un jeune adulte qui a eu un accident qui l'a rendu paraplégique.
Ça, quel plaisir, n'est-il pas? Et nous sommes dans de l'horreur Lovecraftienne, écrite par d'autres auteurs que Lovecraft, d'où un style d'écriture très unique, n'est-il pas? C'est un bon résumé, Ouzrin. Donc n'hésitez pas à demander à Ouzrin pour les résumés. Il me paraît tout à fait, apte à cela. Merci, Ouzrin. Et sa famille n'ont aucune empathie. C'est important pour la suite. À certaines époques de ma vie, j'aurais apprécié davantage d'empathie de leur part. Comme lorsque je suis revenu de l'école en pleurant parce que Ludovic Steiner m'avait collé une baigne. J'avais refusé de lui céder mon repas du midi. Un bref coup droit plus tard, bien humiliant, il le dégustait devant moi, félicité par les ricanements de ses amis. Le soir, mon père s'était esclaffé. « Bien fait, la chiasse sera sa punition. » Ma mère avait contré. Même dégueulasse, mon sandwich ne méritait pas d'être boulotté par cette petite merde. Je vais lui envoyer Lulu, ça va vite le calmer. Lulu, c'est le frère de maman, mon oncle. Un type bourru, renfermé et alcoolique. Du genre qui s'énerve et perd la mesure de ses actes lorsque l'alcool lui sature le cerveau, ce qui est généralement le cas en fin d'après-midi. Il est tombé sur Ludovic Steiner vers 10h du matin. Amolli par la gueule de bois, son manque de conviction a ruiné sa tentative d'intimidation. Le jeune homme s'est éloigné en se marrant. Et bien entendu, puisque Lulu n'a rien caché de son identité ni de ses intentions, quelques jours plus tard, il s'est vengé. Au retour d'un cours de sport, je me suis retrouvé devant sa bande. Résigné à combattre, j'ai fait de mon mieux. Et j'ai pris une belle rouste. Sur quoi mon père a raillé. « Ça vraiment pas taper ces crétins. Avec moi t'aurais des côtes cassées, le sternum enfoncé, le nez rentré dans la tête. Ils sont douillés les loupards maintenant. » Sauf qu'en réalité, j'avais une clavicule brisée, un œil au beurre noir et un mal de cul terrible à l'endroit où ils avaient introduit un god démesuré. Je soupçonne Burt, le meilleur ami de Ludo, de l'avoir emprunté à sa sœur Laetitia. Un quintal de bêtises acnéiques. Si au lieu d'envoyer mon ivrogne d'oncle faire régner la terreur dans le cœur de mon ennemi, mes parents s'étaient contentés de signaler l'incident à la police et de me consoler gentiment, j'aurais sans doute évité un tel traumatisme. La douleur reste ancrée au fond de mon âme. Rien ne pourra la dissiper. Ils n'ont jamais compris ce que j'avais vécu ce jour-là, et je n'ai pas ressenti le besoin de leur en parler. Après quelques plaisanteries de mauvais goût, ils se seraient ligués contre mes agresseurs, en une vindicte aussi inutile et contre-productive que l'intervention de Lulu. Par chance, aucun de ces trous-ducs
n'a eu la présence d'esprit de filmer la scène avec un mobile pour la passer en boucle sur les réseaux sociaux. À cette période, j'aurais apprécié davantage d'attention de la part de mes vieux. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Maintenant que j'y pense, je me demande s'ils n'ont pas cherché à retrouver le chauffard responsable de mon état. Il semble avoir changé. Mais à quel point ? « 20 janvier 2017. 2 jours après. L'automobiliste qui m'a allongé sur le bitume le 14 décembre 2016 s'appelle Benoît Fiziac, 38 ans, marié, père de 3 enfants. Un gars sans histoire. J'ai prononcé son nom hier au dîner. Mes parents ont paru gênés, se sont lancés des regards attristés. Et mon père, qui en d'autres circonstances se serait esclaffé un « T'inquiète, on en fait notre affaire de ce chien galeux », m'a dicté un joli sermon. « Mon fils, je comprends ton émotion. Ce drame te pousse à trouver un responsable, un nom, un visage que tu ciblerais pour déverser ta colère et ta frustration. C'est humain. Mais dans ton intérêt, je te déconseille la vengeance. Cet homme a commis une erreur, la justice le punira selon les lois en vigueur. Ton attention doit à présent se porter sur l'avenir. Ne te retourne pas, tu ne ferais qu'aggraver la situation. Et sache que nous serons toujours là à tes côtés, assure en chérie ma gentille maman. Ils ont vraiment changé, radicalement. Et ils ne jouent pas. Ces regards, ces gestes, ces paroles formatées sont vraiment devenus les leurs. Cela me retourne. J'ai besoin d'y réfléchir. « 21 janvier 2017. Rien à faire. J'ai beau passer des heures à me creuser la cervelle, je ne peux admettre qu'une telle métamorphose soit naturelle et uniquement liée à une adaptation involontaire de leur attitude à mon égard suite au drame dont j'ai été la victime. Je vois un psy chaque semaine. En principe, son objectif est de m'aider à accepter ma nouvelle condition et à retrouver goût à la vie. N'ayant besoin d'assistance sur aucun de ces points, et néanmoins soucieux de rentabiliser la dépense occasionnée par cet onéreux spécialiste, j'ai confessé mes angoisses actuelles. Voici ce qu'il me suggère. Mes parents se seraient tellement affligés de mon état que leurs normes relationnelles envers moi se seraient modelées autour de mes ressentis réels ou supposés. La peur de me perdre les aurait conduits à éluder tout cynisme, toute dérision, au profit d'une attention et d'une bienveillance déjà présentes en eux depuis l'origine, mais enfouies et sous-jacentes. Face à mon handicap, ils révéleraient les sentiments, la gravité et la chaleur humaine que leur ancienne posture ne permettait pas d'exprimer.
Ces explications sonnent faux. Si encore mes parents étaient capables de se souvenir du langage dont ils usaient, ne serait-ce que le mois dernier, je pourrais peut-être y croire. Mais rien à faire. Ils restent enfermés dans le déni. Un soir, j'ai explosé. J'en ai eu assez de ces manières. Alors, j'ai vidé mon sac. C'est quoi ce vocabulaire de bourge ? Je vous reconnais pas, vous me faites flipper. Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça ? Et eux. Es-tu devenu fou ? De quoi parles-tu, voyons ? Nous n'avons jamais voulu nous moquer, n'est-ce pas, Paul ? En effet, tu nous accuses d'horribles pensées. Est-ce ainsi que tu nous perçois ? Le coma a peut-être déformé ta mémoire ? Sauf que j'ai des souvenirs d'enfance très précis, soutenus par des centaines de photos, des lettres. Je sais ce que j'ai vécu. Mes parents ont changé de comportement, de personnalité, de mentalité, de culture. Qui sont-ils au juste ? J'ai vraiment la trouille. « 25 janvier 2017. J'essaye de renouer contact avec mes amis depuis des jours. Je dois sortir, me faire aider, et pas seulement par un psy dont la fonction consiste à me rassurer. Cela s'avère compliqué. Priscille ne donne plus signe de vie depuis une décade. Pas d'appel, pas de mail. Par contre, Romain m'adresse souvent des messages, me transmet des vidéos marrantes qui font le buzz sur le net. J'ai du mal à me rendre compte s'il a changé lui aussi. Je veux le rencontrer. Bizarrement, il ne semble pas intéressé. J'ai obtenu des bribes d'explications hier quand je l'ai appelé de vive voix. Ma situation l'embarrasse. On peut encore aller dans un café en fauteuil ? Sa question semblait sincère. Quel débile. Je lui ai demandé de venir me chercher en fin de journée. Je trouve le temps long. Mon père, ma mère, ma sœur viennent régulièrement me demander si j'ai besoin de quelque chose. Je ne réponds jamais. Je monte le son, je joue à des jeux sur le PC. Je mate les vidéos transmises par mon pote. J'échange sur les réseaux sociaux. J'attends. Merci beaucoup, pâte à la brune. Ça, quel plaisir. « 26 janvier 2017. Romain est venu. Je l'ai entendu. Mon père l'a aussitôt envoyé paître. Quand je me suis précipité, ma sœur s'est interposée. J'ai hurlé, mais mon ami ne pouvait plus m'entendre. Ça devient grave. La colère m'empêche d'écrire. « 1er février 2017. Je ne suis pas séquestré. C'est rassurant. Mes efforts pour conserver un semblant de vie sociale se heurtent à la nouvelle personnalité de mes proches. Ce dévouement huileux et souvent grotesque
les conduit à me surprotéger. Le psy m'a bien expliqué tout ça, et j'abonde dans son sens, pour une fois. Où que j'aille, ils sont à l'affût. À l'école de danse, l'un d'eux fait le guet, près de la porte. C'est le même manège depuis ma sortie de l'hôpital. Romain est identifié comme une mauvaise influence, donc ils le tiennent à distance. Ma mère m'a confié, la voix tremblante d'émotion, l'avoir surpris l'année dernière en train de fumer du cannabis. Du cannabis, mon Dieu! J'ai un peu ricané. En d'autres temps, elle aurait craché un « Ce trou du cul s'en fait un énorme pet, l'air de rien ». J'ai vraiment du mal à intégrer la V2 de ma gentille maman. En tout cas, j'ai mon explication. Elle lui fait également porter la responsabilité de mon handicap. Je peux le comprendre, puisque nous étions sortis ensemble le soir de l'accident. Je crois même que la V1 aurait envoyé Lulu lui dire 2 mots, comme pour le chauffard. Si je gratte vraiment en profondeur, j'arrive un peu à la reconnaître. Je dois ruser. Pas question de renoncer à mon amitié avec Romain. Il est le seul à pouvoir me faire sortir d'ici. Je dois rencontrer du monde, sinon je vais devenir dingue. Cet encadrement affectif, je n'ai pas trouvé de meilleur terme, me rend de plus en plus irascible. Si seulement Priscille se manifestait. À défaut de l'apprécier, au moins, mes parents lui font confiance. Mais non, elle ne viendra pas. J'ai compris. Son silence est éloquent. Elle veut rompre et ne sait pas comment me l'annoncer. Je repense souvent à son regard, la dernière fois que je l'ai vue, empreint de tristesse, bien sûr, mais surtout d'embarras. Nous sommes ensemble depuis nos 13 ans, date à laquelle elle a rejoint nos cours de danse. Cette relation aura duré toute notre adolescence. On peut toujours parler d'amour, pourquoi pas? Mais elle n'a connu que moi. Maintenant que je suis infirme, elle cogite. Je vais être franc. Tant mieux. Moi aussi, j'en ai marre. Je veux repartir à zéro. Romain peut m'y aider. « 5 février 2017. C'est vertigineux. J'ai la tête qui tourne. Ma vie sombre en un grand n'importe quoi. J'ai encore du mal à croire ce que j'ai vu. Je n'ai pourtant aucun doute. À moins de perdre totalement les pédales ou d'halluciner, ce qui reviendra au même. Je ne peux pas me résoudre à nier la véracité des faits que je vais retranscrire dans ce journal. Hier, on était samedi.
Sans nouvelles de Romain, j'ai quand même cherché à m'échapper. En pleine nuit. Je voulais rouler, humer l'air hivernal, sentir le vent caresser mes cheveux. Des trucs de genre, m'échapper, m'évader, merde. Je devais donc rester éveillé. Je le précise, car depuis mon accident, je m'endors d'un coup, et je passe des nuits pleines de 8 à 9 heures, sans rêve. Je tombe avant la fin du film de la soirée. Est-ce naturel ? Je ne pense pas. Mes soupçons se sont portés sur mes médocs. Hier soir, je les ai coulés au fond du lavabo. Je me suis couché à la même heure que d'habitude, histoire de ne pas me faire remarquer. Une fois allongé, j'ai piqué du nez. J'avais anticipé la chose en programmant la sonnerie de mon mobile. Manque de bol, je ne l'ai pas entendu. Par chance, mes écouteurs sont restés enfoncés dans mes oreilles. En changeant de position au milieu de la nuit, j'ai traîné le téléphone qui a percuté mon bras. Ce toucher froid m'a réveillé, dans un sale état, semi-comateux. J'avais le crâne compressé, comme si on avait coulé du plomb à l'intérieur. J'ai allumé la lumière, et là, mon cœur s'est arrêté. J'affirme, je jure avoir vraiment vu, et non pas déliré, l'intégralité de ce que je vais décrire ici. C'est dingue, c'est impossible, c'est de la folie. C'est pourtant vrai. Ma chambre n'était plus ma chambre. Enfin si, le PC, le bureau, l'armoire, le lit se trouvaient toujours à leur place, mais altérés, usés, couverts d'une mousse verte bizarre, humide, sale, suintant d'une eau au parfum iodé, de l'eau de mer. La moquette était recouverte d'un tapis de varech noir. Le tout exaltait une puanteur maritime intense, chargée de relents de poissons pourris. J'ai pris photo sur photo, filmé. À la lecture, l'ensemble des éléments apparaissait sous leur meilleur jour. La pièce était propre, bien rangée. Les meubles vernis, nettoyés. Mon fauteuil avait disparu. Je suis sorti de la pièce en marchant sur les paumes, tête en bas, position peu confortable. Mais la moquette était imbibée de flotte. Je ne voulais pas ramper. La porte collait un peu au montant à cause des filaments d'algues. Mais j'ai réussi à l'ouvrir. Mes mains m'ont dirigé vers la chambre de mes parents. Après avoir un peu galéré pour allumer la pièce, j'ai fait face à un spectacle inimaginable. Mes vieux
avaient disparu. Sur leur lit, couverts de varech et imbibés de cette eau de mer à l'odeur insoutenable, reposait une gigantesque étoile de mer. Elle étendait ses 5 membres sur la couverture. L'un d'eux ondulait légèrement. Derrière, une énorme bernicle était accrochée au mur. J'étais tellement abasourdi que j'ai perdu l'équilibre. Un gros floc poisseux m'a accueilli. Je me suis retrouvé empêtré sur un sol trempé et gluant d'algues dégoûtantes. Terrorisé, j'ai bandé les muscles de mes bras pour me ruer dans le couloir, vers la sortie. Mauvaise idée. Dehors, c'était pire. Des trombes d'eau s'abattaient sur un paysage constitué de rocs et de montagnes. Un relief recouvert de végétaux analogues à ceux de la maison. Les rues s'étaient transformées en ruisseaux. J'ai dû rebrousser chemin. J'ai réintégré mon lit. Avec philosophie, j'ai estimé que cette nuit ne devait pas être différente des autres. Une fois couché, je dormirais jusqu'au matin et là, tout serait redevenu ordinaire, comme avant. Bonne pioche. De retour sous les couvertures, malgré le froid, et l'humidité, j'ai vite retrouvé Morphée. Et depuis ce matin, le quotidien a repris ses droits. J'étais même sec à mon réveil. Mes proches sont bien vivants, toujours aussi prévenants et protecteurs. J'ai abordé le sujet maladroitement durant le déjeuner. Personne n'a rien compris. Qui admettrait un tel délire ? Surtout devant des photos et des films captant une réalité très banale. Même Robin ne me croirait pas. Je dois prendre du recul, réorganiser mes pensées, me calmer. Sinon, je vais finir à l'asile. Et salut Hollywoodier, merci beaucoup pour le raid. Coucou Lib, coucou tout le monde. Bienvenue. Comment allez-vous ? Merci Miss Magic. Ça, quel plaisir. C'est le look hiver. Alors, je vais faire rapidement un petit résumé pour tous les raiders et raideuses. Bienvenue dans Horrifique Histoire. Ce soir, une nouvelle sous forme d'un journal intime d'un jeune qui a eu un accident grave qui l'a rendu paraplégique. Il le vit plutôt bien, mais sa famille, et surtout ses parents, historiquement
très peu empathiques, sont devenus surprotecteurs. Sa copine, ne lui répond plus et il a du mal à voir son meilleur ami que sa famille essaye de garder loin de lui. Et alors que pour la première fois il voulait sortir en pleine nuit pour prendre l'air, alors que d'habitude les médicaments lui font passer des nuits complètes, il décida, la nuit dernière, de ne pas se laisser emporter par le sommeil et de se réveiller en pleine nuit pour sortir prendre l'air. Dommage. Sa chambre et sa maison, tout semblait empreint de marées, d'algues. Tout était usé, altéré, humide. Et à la place de ses parents, sur leur lit, une gigantesque étoile de mer. Ça, quel plaisir. Sinon, vous avez le résumé d'Ozrine. Et bonne nuit, Miss Magic. Et merci encore, très chère Marine, pour ce raid. Continuons l'histoire. « 9 février 2017, soit 4 jours après la dernière entrée. Priscille m'a rendu visite en fin d'après-midi. Surprise. Accompagné d'un grand dadais, yeux clairs, mâchoire carrée, épaules étroites mais solides. Son nouveau compagnon de danse, a-t-elle annoncé, avec un grand sourire enjoué. Prends-moi pour un con. Mes parents l'ont accueilli bras ouverts. Nous sommes passés prendre le thé au salon. De la première à la dernière minute de cette charmante entrevue, je l'ai reluqué, de haut en bas. C'était bien Priscille, pas de doute. Relookée façon grande dame de chez Dior, mais semblable à elle-même. J'étais sidéré. Non pas qu'elle ait trouvé un autre compagnon de danse, j'avais déjà accepté la rupture. J'étais atterré de la voir siroter son Earl Grey en discutant avec ma maman V2.0, sans paraître surprise par ses manières anormalement appliquées et son vocabulaire étrangement châtié. Elle s'en accommodait au contraire fort bien. La conversation paraissait naturelle, sincère. J'en ressentais des nausées. D'habitude, Priscille ne parlait jamais à ma mère. Elle la trouvait odieuse. Maintenant, j'assistais à un échange cordial entre deux copines, aux comportements similaires. Au final, nous avons passé un moment de calme, dénué de langage ordurier,
de plaisanteries grivoises, de brimades. Le genre d'ambiance à laquelle je ne serai plus jamais confronté, sans doute. Et d'ailleurs, l'avais-je réellement été ? Cette histoire de V1 et V2 pourrait n'être uniquement de ma propre perception, rendue malade à la suite de mon accident. Ma mémoire serait si profondément corrompue que l'ensemble de mes souvenirs, dès mon plus jeune âge, aurait été réécrit selon une réalité alternative fantasmée par mon seul esprit. Mes parents ont peut-être toujours été doux, compréhensifs et bien éduqués. Mon psy adorerait m'entendre exprimer ses doutes. Mon cul. Je sais qui je suis, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu dans la nuit du 4 au 5 février 2017. Avant qu'elle ne parte, j'ai invité Priscille à assister à l'un de mes cours de danse en fauteuil, histoire qu'elle fasse connaissance, elle aussi, avec ma nouvelle partenaire. Comment pourrais-je décrire le soulagement qui a embelli son visage à cet instant ? Et merci beaucoup, Mr. Johan, pour le raid. Ça, quel plaisir. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? J'ai pas demandé d'ailleurs aux autres qu'avez-vous fait de beau dans vos lives respectifs. Ah, ce bon Wajik. Bienvenue. Je sens une responsabilité de ton côté. Bon, écoutez le chat, je vous fais confiance pour lâcher vos meilleurs résumés. Peut-être un tout petit peu plus clair que celui d'Ozrine. S'il vous plaît. Installez-vous tous et toutes. Et continuons cette histoire. Alors, merci beaucoup pour ton résumé, Ozrine. Mais je pense que si les gens veulent comprendre l'histoire, ils vont avoir du mal avec ce résumé. On va pas se le cacher. Donc, pour faire simple, et en essayant de faire court pour ne pas faire le même résumé 3 fois de suite, nous suivons un jeune adulte, plutôt athlétique de base, qui suivait des cours de danse, etc., qui a subi, comme le dit le magnifique à peu présumé, un accident qui l'a rendu paraplégique. Ses parents sont passés d'être des sombres merdes à être des parents surprotecteurs. Sa copine s'est trouvée un nouveau mec et il a du mal à voir son meilleur ami que ses parents essayent de garder loin de lui. Mais il le vit plutôt bien. Cependant, la nuit du 4 au 5 février 2017, il se réveilla en pleine nuit pour sortir faire un tour, mais sa maison avait totalement changé. Altérée, usée, couvert d'algues, humides, iodées. Et en lieu et place des parents de ce dernier, sur leur lit se trouvait une gigantesque étoile de mer.
Mais les photos qu'il prit cette nuit-là se révélèrent le lendemain absolument normales. Mais il est certain de ne pas avoir rêvé. Et alors que son ex vient de venir le voir avec son nouveau mec, nous reprenons 2 jours plus tard les histoires de notre protagoniste. Et j'avoue, comme diraient des entre-deux, go follow. On est à 4 follow. 4 follow des 666, ça serait beau pour une soirée horrifique histoire. Pour vous permettre de suivre, Priscille, c'est l'ex, Romain, le meilleur ami. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, niveau nom des gens. Et merci beaucoup, Capitaine Harlock, pour ce follow qui fait clignoter de douces couleurs tombées du ciel ce décor. Reprenons. Une c'est trop long pour un clip, mais pas assez pour le réécrire. Bon courage. « 11 février 2017. Je suivais un objectif particulier en invitant Priscille à l'un de mes cours. Présenter Anita n'avait aucune importance. Je voulais juste me faire accompagner par elle plutôt que par ma sœur. Exercice réussi. Elle a accepté de me déposer au café où j'avais préalablement donné rendez-vous à Romain. J'ai donc enfin pu parler à mon pote. Du moins, avec sa V2. Ta gueule, Alexa. Je t'ai pas sonné. Le gars qui était assis en face de moi portait les traits de mon vieil ami, rencontré en primaire voici 10 ans déjà. Mais ce n'était plus vraiment lui. Agité de tics ou de tocs, il grimaçait fréquemment, s'exprimait de manière hachée. J'avais déjà perçu au téléphone un léger changement dans sa façon d'articuler. Mais la voir en face de moi, secoué de spasmes bizarres, alors que je me faisais une joie de le revoir, ça m'a refroidi. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. « Ouais, tranquille. Et toi, pas trop dur la vie d'infirme ?» Plus simple qu'on l'imagine. Pris m'a raconté. Quoi ? Que t'étais arbre ? Je ne trouvais rien à répondre. Devant mon silence, il a développé. Que tu faisais comme si c'était cool. Tu te rends pas compte. Pourtant, tu peux me croire, je suis tout à fait conscient de ma situation. Il a ricané. Tu t'entends parler ? Je suis tout à fait conscient de... Sérieux, c'est ouf. T'es devenu prof de français ?
Dire que j'ai subi une attaque nucléaire au fond de la poitrine à cet instant serait un euphémisme. Comment ne pas l'avoir compris plus tôt ? Je l'avais déjà envisagé sans vraiment y croire. Du coup, je recevais la confirmation d'être une V2 de Thomas Vascaretti avec la force d'un uppercut. J'ai exploité au maximum mes nouvelles compétences d'orateur pour ne pas transformer cette conversation en one-shot sans lendemain. Je dois me rendre à l'évidence. Romain ne voit plus en moi un complice de sortie. J'ai dû déployer une éloquence d'avocat pour le convaincre de conserver nos liens, de nous retrouver en soirée, comme au beau vieux temps. Tu te vois en boîte avec ton fauteuil, sérieux ? Ouais, ça se fait. Il a secoué la tête, dépité. Mais, heureusement, il a abdiqué. On doit se rendre au baraque samedi prochain. Il viendra me chercher à l'école de danse. « 12 février 2017. Mon escapade d'hier n'a pas été du goût de mes parents. Ils m'ont passé un savon très drôle, très argumenté, presque un exposé. J'ai piqué une gueulante velue, une vraie crise d'adolescence. Je mérite un premier prix d'interprétation. Je crois d'ailleurs avoir collé les jetons à ma mère. Je ris. La V1 dont j'ai gardé le souvenir aurait à peine levé un sourcil en m'entendant hurler. Leurs têtes se sont inclinées. J'ai gagné. Et bonne nuit des entre-deux, et à bientôt. Depuis la nuit du 5 février, 19 février 2017. Depuis la nuit du 5 février, je n'ai plus tenté de me lever en pleine nuit. C'est trop flippant. Pas besoin de vérifier. Je sais ce que j'ai vu, ressenti, respiré. Cette odeur hante mes souvenirs tel un spectre putréfié. Même si cette réalité maritime est créée de toutes pièces par mon esprit, elle n'en reste pas moins authentique à mes yeux. Je préfère donc l'éviter. Je suis heureux d'être retourné au baraque, la boîte devant laquelle la voiture de Benoît Fiziac m'a renversé. Je savais cependant que les choses seraient susceptibles de devenir très bizarres passé une certaine heure. Peu importait. Je n'en pouvais plus de rester cloîtré. Je devais prendre le risque. Finalement,
Ça s'est bien passé. La soirée était géniale. Je n'ai pas ressenti la fatigue habituelle. Peut-être parce que je n'étais pas couché. Romain a conduit sans prononcer un mot, s'est garé et s'est éclipsé aussitôt à l'étage où d'autres amis l'attendaient. Je ne l'ai presque plus revu, tant mieux. J'ai pu me lâcher. J'ai raconté mon histoire à des tas de filles. J'ai fait mon show sur la piste, avec et sans le fauteuil. J'ai récolté une brouette de 0,6. Ok. La plupart des nanas m'ont trouvé mignon pour ma différence, sans avoir la moindre intention d'aller plus loin. Et alors ? C'est toujours ça de prix. J'ai bu un peu, pas trop. Je ne voulais surtout pas m'endormir prématurément. Merci beaucoup pour le follow Punisher TV. Ça fait grave plaisir. Romain s'est pointé vers 1h du matin pour me raccompagner. Déjà ? Il n'a rien répondu. Son visage est resté fermé. Je n'avais aucune envie de partir. Il a poussé mon fauteuil d'autorité, provoquant des huées de déception, largement exagérées, de la part de messieurs portrices. Protester ne servait à rien. Je lui ai demandé pourquoi il voulait rentrer si tôt. Il m'a sabré d'un violent « J'ai affaire ». J'ai soudain actionné le frein à main, ce qui l'a beaucoup contrarié. « Fais pas chier, putain !» a-t-il hurlé. « C'est bon là, t'es bien fait remarquer maintenant. On se casse. Laisse-moi ici. Je rentrerai par mes propres moyens. Au pire, j'appellerai un taxi. Tu crois qu'un taxi va prendre un type en fauteuil ? Bien sûr, enfin. Dans quel monde tu vis ? Dans le monde normal, mec. Je sais pas ce que t'es devenu, mais sérieux, tu crains. Je passe pour qui, moi ? Notre relation sentait mauvais depuis nos retrouvailles. Mais j'ai vraiment pris conscience du schisme creusé entre nous suite à ses propos. Je n'en retranscris pas l'intégralité, car c'est blessant et pénible. En résumé, il m'a reproché de m'être ridiculisé sur la piste et d'avoir jeté l'opprobre sur sa personne auprès de ses amis. Amis qui, je dois le préciser, arboraient des dégaines débraillées, casquettes de traviole, jeans taille basse, chaussures de sport. Les réticences de mes parents à son égard me sont apparues sous un nouvel éclairage. Je devais en convenir, mon pote Romain avait rejoint le clan des petits caïds, des dealers de shit et autres traînes savates, peu recommandables. Je passe. De toute façon, c'est pile à ce moment-là que le monde a changé. D'un seul coup. À la lueur des réverbères, le paysage autour de moi s'est totalement désagrégé. Des algues dégoûtantes sont apparues sur les murs noircis. La pluie s'est mise à tomber avec violence. Et Romain s'est soudainement transformé
en une sorte de poulpe. Ses bras ont perdu toute consistance. Il s'est affaissé à l'intérieur de ses vêtements et je l'ai vu ressortir en rampant, totalement métamorphosé. Une puissante odeur de marée basse a assailli mes narines. J'étais seul, trempé, perdu au sein d'un univers où l'humain n'avait pas sa place. La pluie, le froid et la trouille m'ont poussé à rechercher un abri. Les roues de mon fauteuil peinaient à avancer sur le sol couvert d'algues spongieuses. Sous cette corruption maritime, les bâtiments demeuraient identiques à ce qu'ils étaient, à l'image du pavillon de mes parents. Je suis retourné aux baraques, du moins sa V2. L'horreur m'a saisi à la gorge. La piste ressemblait à un fond d'océan. Étoiles de mer, calmars, coqs, moules s'agglutinaient, parfois les uns sur les autres, sur un tapis de varech. Comme si les clients de la boîte s'étaient changés en crustacés et céphalopodes à taille humaine. Là où j'ai vraiment connu la peur de ma vie. Et sérieux, j'ai encore du mal à m'en remettre. C'est lorsque je me suis retrouvé face à des mandibules atroces, suintantes de bulles. Un crabe géant s'avançait vers moi. L'ombre d'une pince s'est levée. Mes bras, animés d'une vigueur renouvelée, m'ont fait jaillir de l'établissement en un éclair et m'ont conduit dans le même élan jusqu'à l'hôtel situé juste en face. Le réceptionniste était une bernicle, comme mon père. J'ai pu récupérer une clé sur le tableau des places vacantes. J'ai pris l'ascenseur qui fonctionnait encore malgré les algues collées aux parois. Et j'ai intégré la chambre. Même dans un lit poisseux d'eau de mer croupie, j'aurais pu trouver le sommeil, je le savais. Mais je n'ai pas essayé. Je voulais repérer à quel moment cet autre monde disparaîtrait. L'attente m'a paru interminable. Mes pensées tournaient en rond, sans mener à rien de concret. Je m'en souviens à peine. Au final, tout est rentré dans l'ordre. À 6h28, précise. Ce matin, j'ai pris un taxi. Je ne comprends toujours pas les raisons de ce basculement du réel. Mais j'en maîtrise mieux les contours. Il était un peu plus d'1h du matin quand ça a commencé. Cet horaire correspond à l'heure de mon accident. 1h12. Je suis sorti du coma 3 jours plus tard, à 6h30 environ. Cela pourrait correspondre. Je sais dorénavant qu'entre ces deux horaires, je dois de préférence rester enfermé en lieu sûr, au risque de me faire boulotter par un crabe géant ou je ne sais quelle horreur, issue du monde marin.
c'est jouable. « 20 février 2017. J'ai reçu un SMS de Romain. T'es là? Oui. Tain, c'était trop zarbe. Quoi? Te fous pas de ma gueule. Tu m'as fait quoi? C'était trop débile. J'ai appelé. Sa voix paraissait hésitante. Après quelques échanges surréalistes, il a enfin craché le morceau. Toi et ton fauteuil, vous êtes désintégrés, réduits en flotte. Comment t'expliques ça? J'ai raccroché. C'est tout ce que je voulais savoir. Lui parler me semblait inutile désormais. Je pense que ce n'est plus mon ami. Il y a du bon dans ce monde en V2. 9 mars 2017. J'arrive de mieux en mieux à supporter mes parents. Ils me couvent beaucoup moins, surtout en ce qui concerne mes sorties. Ma grande sœur est toujours prête à me rendre service. Cette pimbèche qui autrefois ne vivait que pour se réunir entre copines, et pas dans les mêmes endroits que moi afin d'éviter de me croiser, reste sagement à la maison et accepte de me servir de chauffeur à l'occasion. Parmi mes 06, j'ai retrouvé quelques contacts. En fin d'après-midi, elle me conduit au café où mon récent groupe d'amis se réunit. Les jours s'écoulent sans heurts. Je vois l'avenir avec plus de sérénité. Je m'adapte. Je garde malgré tout l'impression de rester à mi-chemin entre deux dimensions. Je ne suis pas tranquille. Pour couronner le tout, Romain me tourne autour. Je l'aperçois de temps en temps, au coin d'une ruelle, derrière une vitrine. Il me suit, et sa curiosité n'a rien d'amical. Merci beaucoup pour le follow. That 05 girl.
11 mars 2017. Je n'ai pas été suffisamment méfiant. Romain n'a aucune intention de m'oublier. Pas après ce qu'il a vu. Maintenant, je me trouve au pied du mur. Cette situation m'oblige à envisager une échappatoire. Une idée me taraude depuis quelque temps. Je pense maintenant que je n'ai plus le choix. Je vais être obligé de la mettre en application, même si elle me cisaille de terreur. Mon bon ami s'est introduit par effraction dans la maison, au milieu de la nuit. Il a défoncé le verrou de ma chambre. Bien entendu, je n'y étais pas. Mon lit était trempé, mais moi, évaporé. Mes parents se sont levés, ont appelé les flics, autant pour faire coffrer l'intrus que pour se lancer à ma recherche. Personne ne comprenait cette disparition, alors que je verrouillais ma chambre le soir, par superstition, soi-disant, et que ma fenêtre était fermée. Bien sûr, vers 6h30, j'ai réapparu. Mon père, qui expliquait la situation à un agent de police dans le couloir, m'a aperçu. Il a déboulé, furieux. Cette mauvaise plaisanterie ne l'amusait pas. Où étais-je passé ? Comment avais-je fait pour revenir ici sans passer par l'escalier ? Qu'aurais-je pu répondre ? L'acte en lui-même est anodin. Je n'ai commis aucune infraction. Il n'y a pas de dégâts, personne n'est lésé. Quel serait le chef d'accusation ? Disparition et réapparition intempestive ? À vrai dire, peu importe. Les liens que je commençais à nouer avec mon environnement sont à présent corrompus, sans retour possible à la normale. J'ai accompli un tour de magie proprement surréaliste. Mon père, ma mère, ma sœur en ont été les témoins. Et le trouble semé dans leur esprit ne va pas s'évaporer avec de belles paroles ou un joli sourire. Il va rester durablement jusqu'à ce que j'apporte des explications. Sauf que je n'en ai pas. Même s'ils lisaient ce journal, ils n'y trouveraient pas les réponses à leurs questions. C'est trop dingue. « 25 mars 2017. Cela fait 5 nuits d'affilée que ma mère profite du verrou brisé pour observer mes disparitions. Le jour, elle ne dit rien. Son regard reste voilé. Ma sœur ne me rend plus aucun service. Mon père
songe très sérieusement à faire appel à un sorcier vaudou. Ils veulent tous comprendre. S'ils savaient à quel point je partage leurs aspirations. Je ne suis plus à ma place en ce lieu. J'ai peur, mais je dois partir. Cette fois, je passe à l'acte. « 26 mars 2017. Je l'ai fait. Rester éveillé hier soir a été très compliqué. Je ne pouvais demander à personne de m'aider. J'ai donc multiplié les sonneries et même mon PC a joué sa partition. Cela a fonctionné. Lorsque le monde a changé, j'avais les yeux grands ouverts. J'ai glissé de mon lit à mon fauteuil avec précaution et roulé hors de la pièce en prenant soin d'éviter l'étoile de mer étendue sur la moquette. Je suis sorti de la maison, roulant sous l'orage. Le déluge m'a trempé en quelques secondes. J'avais du mal à m'orienter, à distinguer les reliefs. Je pataugeais. Parfois, je m'enlisais et rebroussais chemin. Malgré mon désarroi, je savais quoi faire. J'ai enfin trouvé le pont de la Marne. Les eaux noires, épaisses, s'agitaient d'une furieuse menace. Le vent entourmentait la surface, la striait de vagues et d'écume. Certains reflets me faisaient craindre le pire sur la nature des bestioles aquatiques, grouillant au sein des ténèbres. Mais j'étais décidé. J'ai grimpé sur le muret et je me suis laissé tomber de l'autre côté. Emporté dans les profondeurs, j'ai vite sombré. Le liquide a rempli mes poumons. J'ai cessé de respirer. Une torpeur immense s'est abattue sur mon esprit. Je suis mort. Je crois. À 6h28, j'ai pourtant réapparu devant une Josiane Vascaretti endormie. Je me sentais différent, plus fort. Je pouvais plier les genoux, geste auparavant impossible. J'ai posé mes pieds sur la moquette. Ça tenait. Je me suis redressé. Mes jambes répondaient à mes sollicitations, même pas besoin de rééducation. Ma mère s'est éveillée à cet instant, et me voyant debout devant elle, a poussé un cri bref et aigu. Mon père et ma sœur ont déboulé, tous m'ont observé avec crainte. La scission est consommée, cette famille n'est plus la mienne. J'en ai eu la confirmation devant mon reflet, dans la salle de bain. J'ai entassé quelques effets au fond d'un sac de sport. Pas grand-chose. Et j'ai filé. Je n'ai plus rien à faire dans ce foyer, ni dans cette ville, ni sur ce continent.
27 mars 2017. C'est le dernier chapitre de ce journal. Je vais ensuite verrouiller l'ouvrage et le laisser sur la table de chambre de ma chambre d'hôtel. Je ne veux pas le détruire. Pourtant, j'ai conscience de son inutilité. Ces chapitres seraient perçus comme des affabulations ou des fictions. Personne ne les prendrait au sérieux. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais c'est l'unique témoignage de mon effroyable aventure. La seule explication pour quiconque s'y intéresserait de ma disparition. L'abandonner me semble un bon compromis. Et si le service d'entretien de l'hôtel le jette aux ordures, tant pis. J'ai caché la clé derrière une plainte un peu décollée. Un curieux la trouvera peut-être un jour. La plage de Portez sera mon point de départ pour une nouvelle existence. L'océan deviendra ma prochaine demeure. Je l'ai compris en observant les branchies qui s'étendent sous mon cou. Quelque part au fond des eaux, mes semblables m'attendent. J'en suis certain. Je vais les rejoindre.